ce sont la Chine et la Russie. Il y a 3 pays détenteurs du droit de veto qui ont soutenu le maintien du statu quo et de la domination de l'ONU sur l'État du Mali. Ça n'a pas loupé. Et puis, les 7 États intermédiaires, là, il y en a au moins 5 ou 6 qui se sont couchés sous les oukases des impérialistes, des néocolonialistes occidentaux. J'avais dit ça, non? Mais je vous ai dit, le Mali y va en comptant fondamentalement sur ses 2 grands alliés. 1, la Russie, 2, la Chine. Parce que ces 2 grands alliés possèdent ce que j'ai appelé ce matin le joker. Le joker, c'est le droit de veto. Lorsque la proposition de résolution va être mise au vote, le Mali doit pouvoir peser sur ses relations privilégiées avec la Russie et la Chine pour obtenir le veto, c'est-à-dire la résolution de renouvellement ne passe pas. Pas de résolution de renouvellement. Qui plus est, en tant que pays souverain, et c'est là que le Mali m'a sorti le joker du joker. Le Mali nous a sorti le joker du joker. Lorsque l'ambassadeur Abdoulaye Diop a dit que le Mali demande le retrait sans délai, sans délai. Je crois que l'accent vous dit quelque chose. Sans délai de la MINUSMA, de son sol. Ça, c'est ce qu'on appelle le joker du joker. Le Mali a fait valoir fermement son principe de souveraineté. Mes chers amis, voilà un petit rappel de choses pour lesquelles je vous ai préparé. Ceux qui ont écouté ma conférence dans la journée étaient préparés à ce qui s'est passé l'après-midi. Maintenant, la suite des matières, comment je vais examiner ça? Je vais examiner ça de manière très simple. Je vais faire un rappel des prises de position que nous avons observées au Conseil de sécurité. Parce qu'il y a 15 États qui se sont exprimés avant que l'ambassadeur Abdoulaye Diop ne s'exprime. Et moi, j'ai fait un travail en direct pour l'Afrique des libertés parce que je sais qu'une bonne partie de mon peuple, à cause de la cherté des unités, n'a pas les moyens de suivre en direct une conférence sur Internet, une conférence qui se déroule en direct à l'ONU. Donc, ceux qui peuvent suivre, notamment par Facebook, en regardant mes posts, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois qu'il y a un représentant d'un pays qui s'exprimait, je faisais une petite synthèse avec la photo du représentant sur ma page Facebook. De telle façon que j'étais comme en direct du Conseil de sécurité. Je regardais en direct sur le site de l'ONU, dans un ordinateur, et avec mon téléphone, je faisais le résumé, je faisais le rapporteur, en y ajoutant une petite pince de critique, ou éventuellement une emphase, en appuyant ce qui était dit. Du coup, j'ai suivi l'intervention de tous les membres du Conseil de sécurité. Mais je vais vous la restituer de manière synthétique, avant d'aboutir à l'intervention magistrale du ministre Abdoulaye Diop. Et c'est cela l'objet de la dernière partie de notre exposé. Écoutez, qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui à l'ONU? Tout avait commencé calmement. Le Conseil de sécurité est actuellement présidé par les Émirats arabes unis. Il y a une dame représentant les Émirats arabes unis qui était la présidente de la séance du Conseil de sécurité. Elle a pris la parole, souhaité la bienvenue au ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, souhaité la bienvenue au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, donc le chef de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, M. El Gassim Wane. Et ensuite, les choses ont commencé par la parole donnée à M. El Gassim Wane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. El Gassim Wane, globalement, a redonné les grandes lignes du rapport qui avait déjà été publié par le secrétariat général de l'ONU à propos du Mali. Il a réitéré les critiques à propos des droits de l'homme, les critiques à propos de ce qui s'est passé à Moura, les critiques à propos des entraves que le Mali opposerait à la mission des Nations Unies sur le terrain. Mais El Gassim Wane a plutôt baissé le ton et il a souhaité qu'une plus grande entente, un plus grand consensus entre le Mali et la mission des Nations Unies soit observé à l'avenir. Mais il y a une phrase qui m'a marqué dans le propos de M. El Gassim Wane. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué dans son propos et je l'ai notée
Vers la fin de son propos, il a dit « La MINUSMA a vocation à travailler aux conditions de son départ du Mali ». Globalement, il a affirmé cela. La MINUSMA a vocation à travailler pour réunir les conditions de son départ du Mali. C'est-à-dire que Gassim Wane s'avouait vaincu d'avance. Connaissant l'état de l'opinion malienne, séjournant au Mali en tant que représentant de la MINUSMA, il sait que le peuple malien ne veut plus voir la MINUSMA sur son sol. Donc, El Gassim Wane lui-même a fait écho de cette volonté du peuple malien en avouant qu'il ne restait plus à la MINUSMA qu'à travailler pour son départ. Après M. El Gassim Wane, à qui la parole a été donnée par la présidente émirati, la parole a été donnée au représentant français, l'ambassadeur Nicolas de Rivière. De façon assez étonnante, l'ambassadeur français aux Nations Unies, Nicolas de Rivière, ne s'est pas installé dans son style habituel. Il n'a pas été, je vous le dis, réécoutez-le, il n'a pas été, comme d'habitude, tranchant, véhément, présomptueux, prétentieux à propos du Mali. Il s'est contenté prudemment de broder sur le rapport du secrétaire général et de réitérer la volonté que le Mali se soumette au plan proposé par l'ONU, que le Mali accepte ce que le secrétaire général de l'ONU propose. Monsieur Nicolas de Rivière a brillé par sa sobriété. Je crois que, très clairement, Nicolas de Rivière ne voulait pas le clash. Il ne voulait pas se retrouver, comme lors des fois précédentes, en tête-à-tête, nez à nez avec Abdoulaye Diop. Mais, cette attitude de l'ambassadeur français devra être comprise au regard du fait que d'autres représentants du bloc occidental ont été, quant à eux, sévèrement offensifs. C'est-à-dire qu'en fait, le représentant français a choisi de faire, en quelque sorte, bas la terre, parce qu'il savait que le représentant américain, que le représentant britannique, que le représentant émirati, que le représentant de l'Albanie, bref, en fait, il savait ce que les autres alliés traditionnels du bloc occidental allaient faire. Pour éviter une confrontation frontale avec Abdoulaye Diop, l'ambassadeur Nicolas de Rivière a tenu un propos tempéré. Je n'ai pas reconnu en l'écoutant l'ambassadeur Nicolas de Rivière tout feu tout flamme lors des précédents conseils. Il a joué bas la terre. Mais en fait, il a joué bas la terre d'autant plus qu'il savait que ses collègues des États-Unis, du Royaume-Uni, etc., eux, ils allaient taper fort dans le Mali. On avance. Donc, M. Nicolas de Rivière a parlé. Franchement, son propos était plutôt vague. Il était vague sur le point. Il s'est contenté d'entériner ce que M. El Gassim Wane, représentant du secrétaire général des Nations Unies, avait dit. Et on est passé. L'allocution de l'ambassadeur français Nicolas de Rivière est vraiment passée presque inaperçue. Maintenant, on va s'intéresser aux représentants des 3 pays africains actuellement membres du Conseil de sécurité. Le représentant, c'est l'ambassadeur mozambicain. Le Mozambique s'est exprimé au nom de ce qu'on appelle les ETRI, African Tri, les 3 pays africains. Et là, tout de suite, il y avait quelque chose de bizarre. L'argumentation du monsieur était en dessous de tout. C'était une argumentation typique d'un ambassadeur vassalisé. On n'a même pas reconnu dans la prise de parole du représentant du Mozambique la conscience de quelqu'un qui vient d'un pays qui a mené une lutte de libération contre le colonialisme portugais. On aurait eu honte que dans le Mozambique, il y a eu des leaders comme Eduardo Mondlane, des leaders comme Samora Machel, après avoir écouté le représentant mozambicain. Le représentant mozambicain a répété la dictée occidentale sur le Mali. Il a répété toutes les critiques formulées par les puissances occidentales sur le Mali et a apporté un soutien mou au Mali. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est que le représentant mozambicain s'est permis de vanter l'action de l'ONU au Mozambique. Il s'est permis de donner le Mozambique comme un bon exemple du bon élève de l'ONU. Et quelque part, d'essayer de dire au Mali que le Mali n'avait qu'à être un bon élève de l'ONU comme le Mozambique le serait. Il s'est moqué des Maliens. Le représentant des 3 pays africains s'est moqué des Maliens et il s'est moqué de toute l'Afrique. Son intervention est une honte pour toute l'Afrique. Il était en deçà de tout. Voilà pourquoi j'ai écrit Eduardo Mondlane, le leader du Frelimo, le Front de libération du Mozambique, et Samora Machel se seraient retournés dans leur tombe s'ils entendaient cet esprit accroupi. Après que nous ayons souffert la trahison de nos frères, les ETRI, African Tri, les 3 représentants africains à l'ONU,
C'était le tour de la parole du représentant américain. Astaghfirullah. Il a été sans pitié. Le représentant américain à l'ONU a sabré contre le gouvernement malien, sabré contre l'armée malienne. Il est entré dans la danse avec une chanson immense sur les droits de l'homme contre les forces armées maliennes. Il a vanté les sanctions qu'ils ont prises contre les officiers maliens. Il a vitupéré contre Wagner. Il a accusé le gouvernement malien d'obstructionnisme, c'est-à-dire d'empêcher l'action de l'ONU. Il a été offensif. C'était vraiment un oncle Sam en tonton flingueur. On s'est cru dans un film western en écoutant le représentant américain. Le représentant américain en avait oublié les crimes américains. L'Amérique qui a utilisé la bombe atomique à Nagasaki et Hiroshima en 1945. Il avait oublié les crimes américains qui ont exterminé la population indienne, autochtone d'Amérique. Il a oublié la traite négrière de 15 à 100 millions d'Africains déportés dans le cadre du commerce atlantique. Il a oublié. Il a oublié tous les massacres commis par l'armée américaine en Asie, en Amérique, en Afrique. Il a oublié le rôle de l'armée américaine dans l'OTAN pour tuer Kadhafi et détruire la Libye. Tout ça a été oublié. Le monsieur a donné un cours de droits de l'homme au Mali. Et juré ses grands dieux que le Mali devait se soumettre aux oukases de l'ONU. Donc c'est là que j'ai senti que le bloc occidental avait sous-traité le dossier à son grand maître, les États-Unis. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était un spectacle d'un comique affligeant. Si des millions de vies d'êtres humains, des milliards de vies d'êtres humains n'étaient pas en jeu, on en aurait ri. Mais il n'y avait pas de quoi en rire. Le représentant américain a brillé par le mépris souverain. 1. De la souveraineté malienne. 2. Des faits. 3. Le mépris des contradictions américaines en matière de respect des droits de l'homme. Une puissance qui a fait Guantanamo. Une puissance qui a bombardé l'Irak, la Serbie, la Libye, bombardé le Vietnam, massacré les Japonais, massacré les Indiens, massacré les Noirs. Une puissance qui a détruit la Libye, contribué à l'assassinat de Kadhafi, déstabilisé le Sahel. Obama disant, we will finish the job. My God, do you have a true heart? You, American elite, political elite. How can you teach morality after what you have done? On a tout vu aujourd'hui. Quand il a fini son show, tout le bloc occidental était heureux. Vraiment, ils étaient heureux quand il est intervenu, le représentant des États-Unis, celui-là. Quand il est intervenu, non, le bloc occidental était heureux. Il a fait le travail. Et il a été aussitôt relayé par la représentante de Malte. Bon, Malte, c'est un État satellite de l'OTAN, qui a répété la dictée hégémonique des États-Unis contre le Mali. C'est-à-dire que Malte ne s'est même pas fait prier. Malte, c'est les bons élèves américains. Elle a seulement répété. Hein? Madame là, elle a simplement répété ce que le représentant américain avait dit. Hein? Elle a simplement répété ce que le représentant américain avait dit. Mes chers amis, vous savez ce que vous devez faire hein, pour qu'on ne nous ait plus de 5000 personnes en direct. Attention, attention, ne laissez pas Pourquoi? Parce que vous ne distribuez pas assez les pains spirituels de la liberté. On peut avoir 3000 personnes en direct sur la chaîne YouTube de l'un des intellectuels les plus persécutés de l'Afrique de la liberté et ne pas savoir ce qu'il fait. Vous êtes plus de 2000 personnes en direct sur la chaîne Facebook. Mais est-ce que vous avez donné cette émission à 2000 personnes? Vous êtes plus de 3000 personnes en direct. Et 3000 personnes ont reçu cette émission. Voilà pourquoi ils sont en train d'attaquer avec des moteurs pour nous couper. Je continue à vous dire la chose. La représentante de l'Albanie a récité la leçon. Il y a un représentant de la Suisse. Le représentant suisse, lui, il est venu. La Suisse, disais-je, répète la dictée américaine. La Suisse, dont les coffres sont pleins de fortunes pillées en Afrique, ose donner des leçons de moralité aux Africains. C'est ce que j'ai écrit en résumé de ce que j'ai entendu de ce représentant. On arrive au Royaume-Uni. Ouh là là, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le représentant du Royaume-Uni. Le représentant du Royaume-Uni, lui, en fait, il a fait copier-coller de ce que son camarade américain a dit. Il a commencé un peu mollement et après il a récité la dictée de Washington.
C'était pitoyable. Hein. J'ai dit, la dictée hégémonique occidentale sur le Mali continue, avec invocation du slogan démocratique par le Royaume-Uni, jamais jugé, bien sûr, pour ses crimes contre l'humanité. On a des injonctions à foison, droits de l'homme, Wagner, blablabla, ils ont parlé. Hein, le Royaume-Uni a parlé. Après, le Royaume-Uni arrive au Brésil. Là, c'est quand même une déception. Le représentant du Brésil a voulu ménager la chèvre et le chou. Le représentant du Brésil, il a voulu ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que d'un côté, il est solidaire du gouvernement malien, il condamne le terrorisme, et de l'autre côté, il soutient la MINUSMA, il demande que la MINUSMA ait l'autorisation de voler librement sur le territoire malien, comme si pendant 10 ans que la MINUSMA a volé sur le territoire malien avec tous ses avions, les terroristes ont été vaincus. Alors j'en ai tiré la conclusion que le président Lula doit changer de diplomatie à l'ONU. Il vient d'arriver au pouvoir. La plupart des diplomates qui sont en poste avaient été mis en poste par Bolsonaro. Et beaucoup de ces diplomates sont en réalité des impérialistes. Ils sont convaincus de la nécessité de la domination, de l'hégémonie, sont convaincus de la nécessité de la domination, de l'hégémonie occidentale sur le monde. Donc il va falloir que le président Lula fasse une réforme de sa diplomatie qui soit en phase avec son engagement dans les BRICS, avec son engagement pour l'émancipation des peuples opprimés, avec son engagement anti-impérialiste et anticolonialiste. Cet ambassadeur brésilien est en dessous de tout. Son intervention, c'est en réalité de la soupe tiède, une soupe fadasse. C'est ce qu'il nous a servi. Après le Brésil, est arrivé un moment de grâce. C'était Doudé. Quand maintenant le représentant de la Chine a pris la parole. Ah, quand le représentant de la Chine a pris la parole, enfin, on a entendu la vérité sur la situation du Mali. La Chine a la parole et salue les grands progrès accomplis par le Mali. Elle félicite le référendum constitutionnel, félicite la préparation électorale, appelle au respect de la souveraineté du Mali. La Chine appelle les organisations internationales à travailler de manière constructive. La Chine salue et elle loue le succès de la lutte antiterroriste du Mali. China is in the place. Les droits humains sont piétinés d'abord par les terroristes, nous rappellent les Chinois. Les Chinois disent non à la politisation des droits humains. Les Chinois disent non à la stigmatisation de la lutte antiterroriste. Les Chinois demandent à l'ONU de respecter la souveraineté des pays africains. La Chine demande que le gouvernement du Mali soit bien entendu. Il n'y a aucun avenir, dit la Chine, de la mission des Nations Unies au Mali si il n'y a pas l'accord du gouvernement malien. La Chine insiste pour dire que l'opinion du peuple malien doit être écoutée sur l'avenir de la MINUSMA. C'est-à-dire que la Chine disait déjà, nous, Chinois, nous sommes au courant que le peuple malien ne veut plus de la MINUSMA sur son sol. Nous demandons à l'ONU, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est au cœur de la charte de la Société des Nations et de la charte des Nations Unies, à écouter le Mali. Le Mali ne veut plus de la présence de la mission militaire des Nations Unies sur son sol. Ce qui ne signifie pas une rupture des relations diplomatiques avec les Nations Unies. Non, le départ de la mission militaire. Les Maliens sont précis. Le Mali n'a pas dit qu'il sort des Nations Unies. Non, les Nations Unies sont encore la principale organisation politique planétaire. Le Mali demande que la mission militaire quitte son sol. C'est ce qu'on va savoir très clairement après. En tout cas, le discours chinois a apporté un baume à notre cœur. Après tous les discours des puissances vassales ou des puissances occidentales que nous avons entendues, le Mali a parlé, la Chine a parlé et a laissé retentir la voix du peuple malien. Mais juste après la Chine, comme par hasard, la parole était donnée au représentant du Japon, le représentant japonais. Et celui-ci nous administra à nouveau une douche froide. Il récita la dictée occidentale sur le Mali, salua tout le monde en vrac. Il parla d'impasse de l'accord de paix, parla des droits de l'homme, en oubliant bien sûr les tueurs d'Hiroshima et de Nagasaki. Le représentant japonais appelle au respect des droits de l'homme au Mali. Comme s'il a été capable de demander à ceux qui ont massacré des centaines de milliers de ses compatriotes à Hiroshima et à Nagasaki de payer pour. Il demande une enquête internationale sur Moura. Oh, vraiment, c'est juste incroyable. L'hôpital qui se fout de la charité. Le Japon, une colonie militaire américaine qui donne des leçons au monde.
Ça fait pitié, hein. Il demande qu'on maintienne la MINUSMA au Mali, comme si c'est lui qui doit décider pour les Africains, comme si c'est lui qui doit décider pour le peuple malien. En tout cas, le passage du représentant japonais était d'une tristesse navrante. De la même façon, le passage du représentant de l'Équateur. Vraiment, ce monsieur-là, il aurait pu rester à son hôtel, dormir, ou, je ne sais pas, manger un bon plat de spaghettis. Aujourd'hui, il n'avait rien à faire dans cette... L'Équateur a la parole, condamne vaguement le terrorisme, répète le bavardage occidental sur Moura, soutient aveuglément la MINUSMA. Vraiment, les propos de l'Équateur sont typiques d'un État vassal qui ose parler d'impasse du processus de paix au Mali, comme s'il y avait la paix en Équateur, et qui appelle le Mali à rentrer au G5. Mais j'ai failli bondir de ma chaise. Le représentant de l'Équateur demande au Mali de retourner dans le G5. Alors que le G5 n'est même plus G4. Actuellement, c'est G2 ou G1. Le G5 n'existe même plus. Et il demande au Mali de retourner dans une organisation que le Mali a vomi. Lui, il est en Équateur, là-bas, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ils n'ont même pas fini de mettre fin au narcotrafic chez eux. C'est au Mali qu'il vient demander d'appartenir à une organisation néocoloniale de prétendue lutte contre le terrorisme, qui n'est rien d'autre qu'une organisation de stabilisation du terrorisme. C'est juste incroyable. En tout cas, le représentant de l'Équateur a raté une occasion de se taire. Alors, c'était le tour de la représentante de l'Albanie. Elle alors, en matière de récitation, c'est extraordinaire. L'Albanie parle, ressasse la dictée occidentale. La dame là, ça c'est l'Albanie. Albania. Elle, l'Albanie, ressasse la dictée occidentale. Hein? J'ai commenté ça. Propos déjà entendus sur les droits humains, Wagner, Moura, hein, blabla. Et elle finit par encenser la MINUSMA pour ses 10 ans d'échec. Elle trouve que c'est un succès. Alors là, il y a eu un moment formidable qui est arrivé. C'est la prise de la parole par le représentant de la Fédération de Russie, l'ambassadeur Vladimir Nebenzia. Monsieur Nebenzia a pris la parole. Vassili Nebenzia. Vassili Nebenzia. Ce monsieur a pris la parole. Et là, l'Afrique et le Mali ont à nouveau respiré. La Russie parle. Condamne le terrorisme au Mali. Condamne la politisation de l'aide humanitaire au Mali par les puissances étrangères. Félicite les autorités maliennes pour le travail abattu. Approuve le référendum constitutionnel en cours. Appelle les mouvements signataires de l'accord à respecter leurs paroles. Fustige l'action de la puissance française. Salue la coopération militaire entre la Russie et le Mali. Se félicite de l'approche non colonialiste de la Russie en Afrique. Condamne le rapport partial de l'ONU sur Moura. Rend hommage au casque bleu de l'ONU et appelle au respect de la souveraineté du Mali. Rappelle que le Mali n'est pas d'accord avec les futures options de l'ONU sur la MINUSMA. Demande que la voix du Mali, du peuple malien, soit entendue à l'ONU. Et rappelle que c'est l'attaque de l'OTAN en Libye qui a déstabilisé le Sahel. C'était un moment d'oxygénation. C'était un moment mahatique. Enfin, on entendait encore, après l'intervention de la Chine, on entendait la voix authentique de l'Afrique dans le Conseil de sécurité. Pour boucler le tour des États, la parole a été donnée aux Émirats arabes unis, qui sont actuellement présidents du Conseil de sécurité. La présidente du Conseil de sécurité, par ailleurs représentante des Émirats arabes unis, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a servi une soupe à la grimace. Elle a voulu enseigner la démocratie au Mali. Pourtant, les Émirats arabes unis, c'est une fédération d'États qui sont dirigés par des émirs. Les émirs qui sont des dirigeants de naissance, par droit de naissance. Des dirigeants par droit de naissance et par droit religieux. Ce sont eux qui sont à la tête de chacun des Émirats. Et ces Émirats sont effectivement rassemblés dans une fédération. Ok. Mais c'est elles là, les Émirats arabes unis, ces micro-monarchies du Moyen-Orient qui peuvent venir enseigner quoi au Mali? Franchement, si on met les Émirats arabes unis là, puis on met les intellectuels africains en face, ils vont nous apprendre quoi? En politique, ils vont nous apprendre quoi? Ils ont quelle expérience politique? Non, j'ai envie de leur demander. Les autorités émiraties là, qui ont envoyé leurs représentantes aux Nations Unies tenter d'enseigner la politique aux Maliens. Qu'est-ce que vous savez en politique que les Africains ne sachent? Donc, elle appelle à l'inclusion démocratique, comme si l'inclusion démocratique était la marque déposée du Moyen-Orient. Comme si au Moyen-Orient, les femmes, les jeunes étaient intégrés démocratiquement.
elle répète ensuite la dictée occidentale sur la MINUSMA. Vraiment, franchement, son allocution ne servait à rien. L'ambassadeur américain avait déjà dit tout ce que les Occidentaux devaient dire. Elle aurait pu dire, faites un copier-coller de ce que l'ambassadeur américain a dit et on va gagner du temps. C'est alors qu'on a donné la parole, en dernier lieu, selon la tradition onusienne, au ministre malien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, pour que celui-ci délivre son appréciation de tout ce qu'il avait entendu. Astaghfirullah. La parole orthogonale du Mali s'est mise alors à tonner dans l'hémicycle. Et il y avait 3 axes à l'intervention de l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Le premier axe portait sur la stabilité politique institutionnelle. Le deuxième axe portait sur la question de la sécurité du Mali. Le troisième axe portait sur la MINUSMA. Après les formalités d'usage, l'excellent diplomate malien est entré dans l'examen de ces matières. Ah oui, cet homme maîtrise son travail. Il a représenté excellemment le peuple malien dans la salle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a pris le premier point, la question de la stabilité institutionnelle. Il a fait acter par tous ceux qui étaient là que tout le monde est d'accord que le processus qui conduit au référendum constitutionnel du 18 juin a été mené de manière impeccable. Que l'écrasante majorité des Maliens s'est impliquée dans ce processus depuis les ANR de décembre 2021 jusqu'au moment du référendum qui se tient dimanche prochain. Il a fait remarquer que tout ceci se passait au mieux et qu'il avait mis toute l'énergie nécessaire pour faire participer l'essentiel et le plus grand nombre possible de forces politiques, de forces sociales, de forces civiles maliennes. D'ailleurs, il a remercié l'ensemble des intervenants d'avoir reconnu l'extraordinaire qualité du processus pédagogique conduisant au renouvellement de la constitution malienne. Ensuite, il est passé sur le deuxième point de son intervention, la question de la sécurité. Il a commencé par rappeler que le Sahel, l'Afrique sont déstabilisés depuis que l'OTAN a attaqué la Libye, détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Autrement dit, il a dit, c'est l'Occident qui est coupable de la déstabilisation de l'Afrique. Nous, Maliens, nous souffrons de l'action qui a été menée par ceux qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer pour nous attaquer. Il a dit ça, c'est le premier point. Il dit il n'y a pas de discussion possible si on ne reconnaît pas déjà d'où vient la déstabilisation que nous subissons. Maintenant, il va plus loin. Il dit, mais à propos de cette question, des gens ont prétendu qu'ils voulaient nous aider. Notamment depuis 2013, la MINUSMA a été mise en place et de 2013 à aujourd'hui, on voit très bien qu'elle a échoué. Elle a échoué parce que son mandat ne répond pas aux défis. Et parce que l'échec de la MINUSMA est incontestable, le Mali a décidé de s'assumer militairement. Et tout le monde voit que le Mali remporte des victoires décisives contre les terroristes. L'ambassadeur Abdoulaye Diop de souligner que cela suscite des jalousies, avec une instrumentalisation des droits de l'homme pour tenter de nuire au Mali. Il est revenu sur les événements de Moura. L'armée, nous a-t-il dit, a ramené la sécurité contre les terroristes. Où était la MINUSMA quand les terroristes terrorisaient Moura? Où étaient les puissances occidentales, tant pressées d'enseigner les droits de l'homme et la démocratie aux Africains, quand on massacrait les Maliens pendant de longues années à Moura? L'opération aéroterrestre a été un succès contre les terroristes. 203 d'entre eux ont été neutralisés, plusieurs ont été arrêtés. Du matériel de guerre, du matériel de transport a été saisi. Et le rapport rédigé par l'ONU est cousu de fiction, cousu de mensonges, avec des images obtenues dans des conditions frauduleuses. D'ailleurs, le ministre malien des Affaires étrangères a rappelé que plusieurs associations locales, associations communautaires, associations des droits humains, ont dénoncé le pseudo-rapport de la commission elle-même aérienne et fantomale de l'ONU. Mais l'ambassadeur Abdoulaye Diop n'a pas manqué de souligner que pendant que l'ONU s'est précipitée pour tenter de crucifier le Mali sur les événements qui se seraient déroulés en mars 2022 à Moura,
La plainte qui a été portée depuis le 15 août 2022 par le Mali contre la France, dans laquelle la France est accusée par le Mali de soutien aux terroristes et de participation active à la déstabilisation du Mali, de viol du territoire malien, eh bien, le diplomate malien demande pourquoi l'ONU ne veut toujours pas convoquer la confrontation. Pourquoi l'ONU est pressée de faire des rapports controuvés sur des faits non établis, alors que là où il y a des preuves à exposer, l'ONU ne veut pas de cette réunion. Enfin, à propos de l'accord de paix, il a rappelé la bonne volonté du gouvernement, rappelé que le gouvernement malien est toujours engagé dans l'accord d'Alger, mais il ne faut pas que cet accord soit interprété de près ou de loin comme devant légitimer la sécession, la partition ou la fédération du Mali. Le Mali est indivisible, le Mali est une totalité intangible. Personne ne peut se permettre d'y envisager un morcellement. Il en est venu maintenant au troisième point. Son exposé était limpide. L'ambassadeur Abdoulaye Diop était littéralement, il déroulait comme sur du velours son propos. Il est venu au troisième objectif de son allocution. Et plus sa voix se calmait, plus je me disais, il va dire quelque chose. Dans la dernière partie de son propos, l'ambassadeur Abdoulaye Diop s'est fait calme, serein, posé, tranquille, pédagogique. Il s'exprimait littéralement comme dans une leçon de rappel à une classe qui avait déjà été suffisamment enseignée. Il a rappelé l'évolution de la MINUSMA de sa création à nos jours. En saluant la mémoire de tous les casques bleus tombés au Mali, il a quand même souligné que l'objectif qui avait été assigné à la MINUSMA, à savoir la sécurisation du Mali, n'a pas été atteint. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, c'est une mission qui a plutôt stabilisé la déstabilisation. Elle a échoué. C'était la deuxième fois que l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, utilisait clairement la phrase « La MINUSMA a échoué ». Et justement parce que la MINUSMA a échoué, le peuple malien a réappris à faire confiance à sa propre élite politique, à sa propre armée, et les FAMA sont montés en puissance, sous l'inspiration du leader Assimi Goïta, se sont mis à remporter des victoires qu'aucune mission antiterroriste étrangère n'avait remportées avant eux. Alors, on arrive au moment historique de l'intervention du diplomate malien. Au nom du gouvernement du président Assimi Goïta, il rappelle et martèle ce qui avait déjà été dit dans la réponse du gouvernement malien au mémorandum du mois de juin de l'ONU. Les options d'évolution de la MINUSMA qui ont été proposées par l'ONU, par le secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire 3 options, toutes ces options n'ont pas l'approbation du gouvernement du Mali. Le Mali n'est d'accord avec aucune des formules proposées pour prolonger la MINUSMA. Elles ont été proposées par le secrétaire général de l'ONU. Le Mali les rejette toutes, sans exception. Elles ne correspondent pas aux attentes du peuple malien. Et la MINUSMA qui a échoué en 10 ans ne va pas réussir en moins d'1 an ce qu'elle n'a pas pu faire en 10 ans. Mieux, le porte-parole là, en l'espèce, le représentant du peuple malien, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, en a profité pour contester un document que nous n'avons pas encore lu, que nous n'avons pas encore vu, c'est le projet de résolution qui serait actuellement rédigé par la France. Projet de résolution ayant pour but reconduire la MINUSMA. La reconduire à l'issue du mois de juin 2023. Le Mali en a eu vent, il a eu connaissance peut-être du brouillon de ce projet et le ministre des Affaires étrangères du Mali dit déjà d'emblée que le Mali n'est d'accord ni avec les plans de prolongation de la MINUSMA, ni avec le projet, d'autant plus que le projet montre que le Mali a raison de récuser le droit de la puissance française de tenir la plume dans les affaires africaines, et notamment dans les affaires maliennes. L'ambassadeur Abdoulaye Diop a réitéré le refus du Mali que la puissance française soit à l'initiative de la rédaction de la moindre résolution concernant le problème malien, tant que n'a pas été soldé le problème de la plainte portée par le Mali contre cette puissance. Mais à ce moment-là, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a acté une situation qui est déjà validée sur le plan populaire, au Mali et dans toute l'Afrique.
c'est que les peuples du Mali et tous les peuples africains, massivement, rejettent la présence de la mission des Nations Unies au Mali. Et ce rejet se déporte, on le voit très bien, sur toutes les autres missions des Nations Unies partout en Afrique. Il y a désormais méfiance et défiance. La confiance est rompue entre les missions de l'ONU et les peuples africains. Et l'ambassadeur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, souligne que le peuple malien a demandé par plusieurs fois, en effet, le départ de la mission des Nations Unies de son sol. Le gouvernement, en tant que celui-ci, doit exprimer les aspirations du peuple, tire toutes les conséquences de cette crise. 1. D'inefficacité. 2. De méfiance. 3. De défiance entre la MINUSMA et le peuple malien, entre la MINUSMA et le gouvernement malien, entre la MINUSMA et l'armée malienne. Et voilà pourquoi. Et là, on entendait voler une mouche sur toute la planète, silencieusement, calmement, posément, au nom du Mali, de son leader, le président Assimi Goïta, de tout le gouvernement, plus largement, au nom du peuple malien, le ministre malien des Affaires étrangères a exigé le retrait sans délai, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali et marquer la disponibilité du Mali pour la négociation des modalités de ce retrait. Il a insisté aussi sur le fait que le Mali ne rompait pas avec l'ONU. Le Mali demande que la mission se retire. Le Mali n'a plus besoin des soldats de l'ONU sur son sol. Le Mali s'estime aujourd'hui capable de faire face seul à la situation. Avec ses alliés sûrs, avec ses partenaires sûrs. Le Mali s'estime capable de faire face seul à la situation. Mais le Mali dit qu'il demande le retrait des soldats de l'ONU, mais qu'il va rester dans un partenariat tout à fait compréhensif, un partenariat normal, ordinaire avec l'ONU, puisque la plupart des pays de l'ONU n'ont pas l'armée de l'ONU sur leur sol. Le Mali aspire à redevenir un pays normal, dont l'armée est la seule et unique principale force à assurer la sécurité de son territoire. Le Mali demande le départ sans délai des forces de l'ONU de son sol. Alors, ici, c'était le coup de tonnerre. Là, c'était le moment sacré. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la formule utilisée. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans la formule utilisée par le Mali. Je crois que cette formule ne vous a pas échappé. Le Mali demande le retrait sans délai. Sans délai. Bon, je vais refaire encore l'accent. Retrait sans délai. Sans délai. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a utilisé cette expression. C'est une expression du vassal en chef de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renoncé à notre belle terre, burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara. L'homme aux 3 actes de naissance pour la même vie. C'est lui qui s'est fait remarquer par l'expression « sans délai ». Sans délai. Le Mali lui emprunte ce couple de mots pour dire que c'est vraiment la réponse du berger à la bergère. Le satrape reptilien, le principal représentant de la France-Afrique dans la sous-région, voit l'une de ses expressions fétiches renvoyée selon la loi du boomerang, que mes ancêtres Bassa du Cameroun appellent Temniye, rentre avec lui. C'est lui qui est renvoyé, action-réaction. C'est lui qui donnait les ultimatums. Sans délai, j'exige la libération de mes 49 Watner. Sans délai. Le Mali dit, ok, toi tu as dit sans délai pour 49. Nous on dit sans délai pour plus de 10 000. Ils sont pratiquement 20 000. Sans délai. Angata. Abana Peu Peu. MINUSMA Mali Abana Peu Peu. Sans délai. C'est-à-dire que le Mali dit à Ouattara Dramane et à ses maîtres, vous allez donc voir l'application de l'expression sans délai. Vous utilisez les mots, mais vous ne connaissez pas leur sens. Nous, à Bamako, on va utiliser donc les mêmes mots-là, et vous allez voir le sens. Le Mali vient de prononcer la 3e parole. La 3e parole, la parole sacrée africaine. La parole sacrée africaine. Le Mali avait dit, on ne l'a pas écouté.
Le Mali a dit, ah, on ne l'a pas écouté. Maintenant, il a dit, Abana, Abana, peu, sans délai. Donc, actuellement, le Mali dit, la seule chose de négociable avec la MINUSMA, c'est son calendrier de retrait. Le calendrier de retrait. Et puis, il y en a d'autres qui se sont déjà retirés. Ça s'est fait pacifiquement. Le Mali dit, doucement, comme on dit chez nous à Abidjan, il faut partir souhait. Allez-y, souhait. D'accord? La décision est tombée. Je peux vous dire que j'ai observé l'état de la salle. Dans la salle, les compagnons du ministre malien étaient dans un état de transe mystique. Ils étaient habités par les bénédictions de nos ancêtres angélisés. Il y a des tombes qui se sont ouvertes à travers toute l'Afrique. Il y a des cimetières où des morts sont sortis pour danser. Quand cette décision-là a été annoncée, la terre d'Afrique a reçu une dose de bénédiction sacrale, monumentale. Cette parole du peuple malien vient libérer le Centrafrique, encore occupé par la MINUSCA. Libérer la Somalie, encore occupée par la MINUSOM. Libérer la République démocratique du Congo, encore occupée par la MONUSCO. Libérer le Niger. Libérer tous les pays africains, encore occupés militairement par des missions des Nations Unies. La parole du Mali retentit comme l'expression solennelle de la fin de l'instrumentalisation des Nations Unies comme moyen de domination et de contrôle impérialiste de l'Afrique par les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Par cette prise de parole, le Mali rend son honneur à toute la lignée des grands prédécesseurs qui sont tombés sur le chemin parce qu'ils voulaient que l'Afrique soit indépendante, que l'Afrique soit souveraine, que l'Afrique soit libre. Cette parole malienne rend désormais irréversible le processus de retrait total des puissances impérialistes du sol africain. Un gouvernement africain, en son âme et conscience, en pleine responsabilité, en pleine confiance avec son peuple, vient d'entrer dans l'histoire de l'humanité en demandant à l'ONU de mettre fin à son cycle néocolonial et impérial. Tremblement de terre parmi les puissances néocoloniales et impérialistes. Frayeur, fièvre, tachycardie, cyclothymie, risque de crise épileptiforme parmi les impérialistes. Quand Abdoulaye Diop a parlé. Le 16 juin 2023, chers frères et sœurs maliens, chers frères et sœurs africains, vous, amis et frères européens, asiatiques, américains, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique, dans les îles de l'océan Indien, à la Martinique, à la Guadeloupe, vous qui êtes à Haïti, vous qui êtes aux Comores, à la Réunion, vous qui êtes à Madagascar, vous qui êtes à Mayotte, vous qui êtes en Polynésie, vous devez savoir que la date du 16 juin 2023 est un grand clou enfoncé dans le bois des siècles. C'est une date désormais sacrée. Je me réjouis que ce soit les lèvres d'un grand fils de l'Afrique, d'un fils du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, qui ait porté l'expression du cœur profond de toutes les Africaines et les Africains éveillés. Certains d'entre vous, qui n'ont peut-être pas l'habitude de comprendre la portée historique des événements, peuvent avoir vécu cela comme une simple information. Ce n'est pas une information. Le rapport de force diplomatique a changé en faveur de l'Afrique. Ce n'est pas une information. L'Afrique possède désormais son propre système de paiement en monnaie nationale, son système de paiement interbancaire. Plus de 10 banques nationales africaines, possédant leur propre monnaie, possèdent désormais une banque qui leur permet d'échanger directement, sans passer par l'euro, sans passer par le dollar, sans passer par le CFA. C'est ce qui se passe au moment où je vous parle. Cela fonctionne et cela existe déjà. Le système
PAPSS. Le système PAPS. Donc, de la même façon, vous devez écrire dans vos carnets personnels que vous avez eu la chance d'être sur la terre quand un pays, ancienne colonie française, s'est levé, est allé aux Nations Unies et a officiellement demandé à une mission militaire des Nations Unies de quitter son sol. Allez fouiller. Allez fouiller l'histoire des nations et dites-moi combien de fois c'est arrivé dans tout le système france-africain. Allez fouiller. C'est un jour spécial. C'est un jour lumineux. Je n'ai pas dit lumineux seulement, je dis bien lumineux. C'est-à-dire c'est un jour qui est revêtu de la bénédiction de l'être des êtres. C'est un jour qui reçoit un cachet sacré. C'est un jour transcendantal. C'est un jour transcendantal. C'est un jour transcendantal. Écrivez ça dans vos calepins. Dites-le à vos enfants. Dites-le à vos époux, à vos épouses, que le 16 juin 2023, ce n'est pas n'importe quel jour. Et ceux d'entre vous qui étaient en train de négliger ce jour, marquez-le dans un coin de vos mémoires. Comme un certain 24 septembre 2022, l'allocution du Premier ministre intérimaire Abdoulaye Maïga. Comme en 2021, l'allocution, toujours en septembre, si je ne m'abuse, du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il y a des dates comme ça. Il faut s'habituer à les chérir, ces dates. Et les filles et les fils de l'Afrique qui ont œuvré à ce niveau de vibration extraordinaire, il faut leur donner leur place de héros. Et il faut les garder dans la mémoire vivante, dans l'archive de l'Afrique, comme étant les modèles des générations présentes et futures, comme étant les réincarnations des grands exemples du passé. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, en ma 51e année, je suis reconnaissant envers le Tout-Puissant. Je suis reconnaissant envers la vie, de m'avoir vu, de m'avoir permis de voir se réaliser déjà les causes pour lesquelles, depuis ma jeunesse et ma prise de conscience politique, je me suis engagé. Très tôt, entre ma 18e et ma 20e année, je m'engageais à obtenir le retrait de toutes les troupes néocoloniales du sol africain. J'ai assisté au commencement de ce retrait. Oui ou non? Vous avez assisté, oui ou non? Je me suis engagé à agir et à œuvrer pour le démantèlement de la domination économique et notamment de la monnaie néocoloniale du franc CFA. On est en train d'assister au démantèlement du franc CFA, oui ou non? Vous n'avez pas vu un pays d'Afrique francophone créer une autre monnaie que le CFA? Vous n'avez pas vu naître en Centrafrique le Sango Coin? Vous allez donc voir des pays quitter le CFA. Là. Attendez juste un peu. Attendez un peu. Ça va être un mouvement de masse. Ça va se passer sous vos yeux. Bon. Je me suis engagé à aider les peuples africains en lutte contre les dictatures. Les dictatures sont en train de tomber. Les dictatures, les murs de la Jéricho africaine sont en train de tomber. Il sera impossible, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, de nous imposer en Afrique des dirigeants qui n'ont pas l'imprimatur de leur peuple. Je me suis engagé sur un 4e chantier. Œuvrer à la promotion de la tradition des langues africaines, à la promotion de la haute science africaine, à la promotion de la mémoire civilisationnelle et culturelle africaine. J'assiste déjà à la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de cette promotion. Et donc, le rêve de l'intégration régionale, de l'unité africaine, qui était déjà celui de Haile Selassie, de Marcus Garvey, de William Du Bois, qui était le rêve de Kwame Nkrumah, qui était le rêve de Julius Nyerere, de Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, de Muammar el-Kadhafi, de Nelson Mandela, de Ruben Umnyobe, de Barthélemy Boganda, de Sylvanus Olympio. Ce qui était le rêve de Modibo Keïta, de Ahmed Sékou Touré, ce qui était le rêve de tous les grands Africains, les Samora Machel, les Agostinho Neto, les Albert Luthuli, les Patrice Lumumba, les Pierre Moulele, les Laurent Désiré Kabila, les Marien Gwabi. Ce qui était leur rêve, nous sommes en train de le voir se réaliser.
uniquement parce que nous sommes en train de faire un plus grand effort d'agir de manière concertée, un plus grand effort d'humilité, un plus grand effort de solidarité. Ensemble, nous sommes invincibles. Alors, et c'est ma conclusion, vous êtes plus de 6000 personnes en direct de cette... plus de 6500 personnes en direct de cette conférence. 4500 ici, sur YouTube. 2057 là, sur Facebook. Donnez cette conférence à tout le monde. Ma conclusion est la suivante. Le Mali vient de demander le retrait de la mission des Nations Unies sur son sol. Cela veut dire que la vigilance va être augmentée. Au niveau du peuple malien, il ne faut surtout pas aller dormir dans nos chaumières. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'armée, il faut relever le seuil de sécurité. Il faut relever le seuil de vigilance. Parce que l'ennemi ne dort jamais, 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 jamais. L'ennemi ne dort jamais, 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 jamais. L'ennemi ne dort jamais, 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 jamais. Nous, Africains du continent et des diasporas, nous relevons la haie d'honneur, nous relevons la vigilance et la solidarité autour du peuple malien, autour de nos forces armées, les FAMA du Mali, autour du leadership de la révolution du Mali Koura, dirigée par le leader Assimi Goïta. Tous, on relève le niveau de vigilance. Au lieu de tomber dans l'euphorie, de tomber dans la fête, la boustifaille, au lieu de virer à l'orgie, à la féerie, au contraire, faisons preuve de prudence, redoublons de lucidité et de vigilance, tout en conservant notre joie intérieure méritoire. Car le Mali a demandé, maintenant, il va falloir mettre cela en application. C'est une autre paire de manches qui commence. Les impérialistes ne se retirent jamais de leur bon gré. Ils se retirent toujours malgré leur volonté de s'accrocher. Les impérialistes souffrent du complexe de l'Akpagni. Akpagni, dans la langue ivoirienne, désigne la chauve-souris. La chauve-souris a cette capacité de dormir en s'accrochant par les pieds à un arbre. D'où les Ivoiriens ont tiré que le réflexe de l'Akpagni, c'est le réflexe de celui qui s'accroche, même quand il n'est même plus éveillé. L'impérialisme, le néocolonialisme ont des logiques d'Akpagni. Ce sont des puissances qui ont tendance à s'accrocher, qui aiment s'inviter sans qu'on les invite. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la traite négrière? Il s'agit d'une entrée sans visa en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? Il s'agit d'une entrée sans visa en Afrique. Qu'est-ce que c'est que la néocolonisation et l'impérialisme? Ça consiste à entrer dans le pays des gens sans avoir reçu un visa des autorités de ce pays. Ce sont les plus grands sans visa de la terre. Ce sont les négriers, ce sont les colonialistes et les impérialistes. Écrivez ça. Quels sont les plus grands sans-papiers de la terre? Écrivez ça. Ce sont les négriers. Ils n'ont pas eu de papier pour venir ramasser les millions d'Africains. Ce sont les colons, les colonialistes. Ils n'ont jamais eu un visa pour venir nous massacrer, massacrer nos ancêtres sur leur terre. Il n'y a pas eu de visa pour ça. C'est des sans-papiers notoires, les impérialistes, les colonialistes. Les néocolonialistes, les impérialistes, c'est des spécialistes de l'état de fait. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour faire tomber la révolution malienne. Donc, nous aussi, on doit tout faire pour sauver la révolution malienne, prunelle de nos yeux. Troisième conséquence. Mais le Centrafrique doit prendre ses responsabilités. Le président Touadéra a bien vu qu'on peut envoyer son ministre des Affaires étrangères à l'ONU demander le retrait total de la MINUSCA. Si le Mali a fait partie la MINUSMA, mais le Centrafrique doit faire partie de la MINUSCA. Il y a maintenant ce qu'on appelle la jurisprudence du Mali. Monsieur Tshisekedi, ce leader vacillant, slalomant, ce leader serpentin, ce leader aux manières lentes, aux réflexes lourdeaux, qu'il voit que le Mali instruit la République démocratique du Congo d'envoyer son ministre des Affaires étrangères faire comme Abdoulaye Diop,
demandez le départ de la MONUSCO. Construisez un réseau d'alliances bilatérales, opérationnelles et faites partie de la MONUSCO. Le Mali vous prouve que c'est possible. Parce que quand le Mali dit Angata, quand le Mali dit allons-y là, tu vas aller dans la direction que le Mali te dit. Parce que les Maliens, les autorités, commencent d'abord par avoir le soutien de leur peuple. Tshisekedi n'a qu'à organiser le soutien du peuple congolais pour obtenir le départ de la MONUSCO. Et sécuriser le Congo avec des alliés panafricanistes, des alliés anti-impérialistes et anticolonialistes. C'est possible. La Somalie regarde, le Soudan regarde. Tous les pays où il y a des missions des Nations Unies savent maintenant qu'ils peuvent s'en libérer. Et il faut avoir la volonté, il faut avoir l'audace, il faut avoir la détermination, la persévérance et la méthode des Maliens, qui sont une grande école pour toute l'Afrique. Chapeau bas, président Assimi Goïta. Chapeau bas, gouvernement du Mali Koura. Chapeau bas, forces armées maliennes. Mon général, chef d'état-major, mon général Diarra, et tous vos compagnons, dont le commandant de l'armée de l'air, le chef de l'armée de l'air, l'état-major de l'armée de l'air que j'aime beaucoup, le général Ali Boy Diarra. Je vous salue tous, grands officiers du Mali. Tout est dans vos mains. Mais il faut que vous vous rendiez compte même que votre modèle est en réalité le paradigme de l'émancipation africaine actuelle. Partout où il y a des missions de l'ONU en Afrique, vous avez maintenant la preuve que vous pouvez les faire partir, que vous devez les faire partir. Mais pour cela, il faut se préparer comme le Mali le fait. Il faut construire la montée en puissance de vos forces de sécurité comme le Mali le fait. Il faut anticiper, il faut se préparer, il faut s'assumer. C'est la troisième conséquence. Enfin, il y a une dernière conséquence. Vous avez vu, la dernière conséquence, c'est que tout ceci va obliger le Mali à accélérer les autres réformes stratégiques. À partir du moment où le Mali demande à la MINUSMA de se retirer, le Mali ne doit pas rêver d'un financement de la communauté internationale occidentale. C'est-à-dire qu'il faut oublier les affaires de FMI, Banque mondiale, comment ils appellent ça, Fonds européen, voilà, oubliez ça. Je recommence. Il faut bien comprendre qu'une décision aussi importante que celle qui vient d'être prise implique que nous ne dépendions plus au Mali des grandes puissances occidentales. Aucune organisation économique occidentale ne doit avoir d'emprise sur le destin du Mali. Parce que s'ils ont le moindre levier pour nuire au Mali, voilà, ils vont l'utiliser. Voilà pourquoi, moi, en tant qu'analyste politique, fils de l'Afrique, et bénéficiant par le Tout-Puissant d'une certaine clairvoyance, je dis qu'après le départ de la MINUSMA, qui vient d'être annoncé, le défi immédiat du Mali, en dehors des défis proprement politiques comme le référendum de dimanche, les élections de 2024, c'est l'autonomie monétaire. Je recommence. Parce que là où on va là, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Ceux-là, dès que tu n'es pas content avec eux, ils ferment tous tes comptes bancaires. Mais c'est ce qu'ils font aux États. Hein. Dès que tu n'as pas dit, tu n'es pas soumis à eux, ils ferment tes comptes bancaires. Mais c'est ce qu'ils font aux États. Si tu possèdes des réserves d'argent chez eux, ils t'arrachent ça. Ils font ça aux particuliers, ils font ça aux États. Hein. Donc, à Bamako, il ne faut pas qu'on soit surpris. Hein. Là où on a demandé, le Mali a demandé, partez. Sachez que ils vont partir avec leurs jetons. Hein. Donc, il faut anticiper ce qu'ils veulent faire. Actuellement, là, il faut anticiper ce qu'ils veulent faire. Et avant qu'ils ne fassent, il faut déjà avoir fait ce qu'il faut pour que ce qu'ils vont faire ne nous fasse pas ce qu'ils croient qu'ils vont nous faire. Je recommence. Sur cette question économique, je veux faire confiance aux autorités maliennes. Il faut anticiper. Hein. Ils vont fermer les robinets partout. Hein. Ils sont sans pitié. Ils ne veulent pas qu'il y ait une élection réussie au Mali. Hein. Ils ne veulent pas que la transition réussisse. Hein. Si la transition peut être appauvrie, s'ils peuvent créer des crises économiques. Mais Alassane Ouattara, c'est lui qui avait informé les Maliens de ces intentions. Monsieur Ouattara, vous êtes là ou pas? Non, il n'y a pas de téléphone rouge aujourd'hui. Hein. Monsieur Ouattara, téléphone rouge c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Mais je dis, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous informer de vos intentions et de celles de vos maîtres envers le Mali? Parce que ce que vous avez dit avec Boubou Cissé, c'est aujourd'hui qu'on comprend
que vraiment, vous n'avez pas renoncé à ça. Monsieur Ouattara, dites-nous avec votre ami Boubou Cissé ce qui attend les Maliens depuis très longtemps. Depuis que vous avez mis en place les sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. Hein? Ouattara, Boubou Cissé. On va finir par ça. Pour que... Monsieur Ouattara, venez là avec votre ami Boubou Cissé. Qu'est-ce que vous voulez faire au Mali? Vous avez prévu quoi? Parlez. Je vous donne la parole, monsieur Ouattara. Merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Ouais. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Très bien. Quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il aille au Burkina. Ok. D'accord. Voilà. Monsieur Ouattara, on vous écoute. Les choses se passent au Mali. Ah. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui. la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines. Ah, d'accord. Financièrement. Oui. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Ouais. Économiquement, les prix ont flambé. Ouais. Les denrées alimentaires, c'est difficile de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Quoi. Ah, c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur, ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer le salaire. Ah bon? C'est pour ça, en février, ils pourront pas payer. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ben, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Ouais. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours. Oui. Où il menaçait carrément les banques commerciales. Quoi, à souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Ah d'accord. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Ah, voilà. C'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. C'est arrivé là-bas. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie, ils sont idiots. est la 11e puissance économique aujourd'hui. Ah bon? La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. C'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On doit ser des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très très naïfs. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. 2 semaines. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Ah, d'accord. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était... le plus jusqu'au boutiste, quoi. Tout à fait. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion... j'essaierai de te voir avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi. Monsieur Ouattara, c'est bon. Arrêtez ça avec votre Boubou Cissé. C'est bon. Bon, écoutez, le plan là, qu'ils ont élaboré en 2022, j'espère que vous savez que c'est toujours sur leur table. Maliennes, Maliens,
J'espère que vous savez que le plan là, c'est toujours sur leur table. Asphyxier économiquement le Mali, ils n'ont jamais renoncé à ça. Maintenant que le Mali leur demande de débarrasser le plancher de toutes leurs troupes impérialistes, vous ne rêvez pas. Ne pensez pas qu'ils ne vont pas remettre le métier sur l'établi. Car ils ne changent jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Jamais ils ne changent leur manière inimitable de s'asseoir. Aja Kone, vraiment, viens conclure cette affaire. Maman Africa. Maman Africa, c'est à toi la parole. Soyez bénis. Neutrogena Hydratation Profonde. Profitez maintenant de notre offre 100% satisfait ou remboursé. Soyez bénis, Maliennes, Maliens. Soyez bénis, peuple malien. Soyez bénis, autorité du Mali.